Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien, déjà? Merveilleux. Alors, nous sommes Anna Chevance et Mathias Renoir, alias Atelier Tout va bien. Nous sommes installés à Dijon depuis 2011 et nous avons en 2011 traversé la France d'ouest en est depuis l'École des Beaux-Arts de Rennes et nous sommes retournés dans notre contrée burgonde où nous nous sommes rencontrés lorsque nous avons appris les rudiments de la typographie à l'ESSAP de Nevers. Aujourd'hui, nous dessinons des livres, nous composons des affiches, nous concevons des systèmes identitaires en puisant un petit peu dans toutes nos ressources, qu'elles soient historiques, quotidiennes, cinématographiques ou musicales. Cette conférence, elle tire le fil rouge du temps, d'où ce titre, le fil du temps. Alors, le temps, ça va être évidemment un prétexte pour introduire la plupart de nos projets, puisque chaque projet est forcément intimement lié au temps. Et nous aurons une toute petite heure et des poussières. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour réussir à tout faire tenir ce que nous avons à raconter dans cette petite heure, mais passons. Donc, le temps de l'atelier Tout va bien, déjà, se partage entre des travaux de commande abondants, des recherches personnelles plus sporadiques et de l'enseignement régulier. Donc c'est bien rempli. Comme tout le monde, nous courons après le temps. Et chaque projet a, on va dire, un rapport particulier au temps, qu'il soit directement lié aux propos, qu'il soit lié au contexte, qu'il soit lié à des deadlines parfois un petit peu effarouchantes, ou qu'il soit lié au travail de la personne dont nous sommes le porte-voix. Donc le prisme est large, le terrain de jeu est large tout également. Et en parlant de temps, donc nous avons installé notre atelier le 11 juillet 2011, donc ça fait 12 ans, 3 mois et 24 jours aujourd'hui. Et on va remonter un petit peu le fil du temps pendant cette conférence. Donc vu qu'on va manquer de temps, étant donné que nous n'avons qu'une heure, on va le raccourcir, ce temps, et parler de 8 projets en 8 ans, donc sur 8 ans différents. C'est un exercice un petit peu particulier parce que généralement dans les conférences on parle que des projets récents. Là on est allé un petit peu creuser jusqu'en 2016 et puisqu'on aime bien se mettre des contraintes un petit peu compliquées, on a décidé aussi de vous montrer que des projets de nature différente. Donc 8 projets de nature différente sur 8 ans depuis 2016. Donc on va commencer par le plus ancien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait nous aussi remercier l'équipe du Festival Format. Donc on a Hugo, on a Marie, Marlène, Maxime, Christelle et Sébastien et tous les bénévoles. Donc merci à eux de rendre possible ce rassemblement massif. Je vous en remercie. Et également merci à l'AIR de nous accueillir dans ce bel amphithéâtre. Alors... Donc les temps modernes, ah oui, puisqu'on aime bien aussi se mettre d'autres contraintes, chaque projet est introduit par une expression, un titre, quelque chose qui est lié évidemment au temps. Donc les temps modernes, 2016, les rencontres cinématographiques de Dijon, c'est une identité événementielle dessinée pour l'ARP, donc c'est la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs. Donc en fait, c'est la société civile qui gère et organise un petit peu le cinéma français contemporain pour l'ENSA Dijon et pour la ville de Dijon. Les temps modernes, un workshop cinémato-élastique. Les temps modernes, un rush fantastique. Les temps modernes, son et lumière typographique. Les temps modernes, une combinatoire prolifique. Les temps modernes, un ensemble en noir et blanc. Les temps modernes, une ligne radicale, un événement. Les temps modernes, le cinéma du temps présent. Les temps modernes, dessiner l'impression du mouvement. Alors, comme vous aurez pu le remarquer, j'ai introduit, Mathias a lu un petit texte introductif, ça sera le cas pour chacun des projets. Et c'est moi qui vais plutôt présenter les projets et Mathias lire parce que dans le duo,
Mathias est plutôt le réservé, un petit peu taiseux. Et moi, je suis plutôt prolixe et expansive. Donc, vous avez là une parfaite illustration de notre fonctionnement au quotidien. Voilà. Alors, les temps modernes. Le terme de modernité, déjà, il est tout relatif, parce que si on se penche sur les grandes époques de l'histoire, la modernité est une période comprise entre 1492, la découverte de l'Amérique, et 1789, la Révolution française. Donc, on est loin de la modernité dont on se fait l'idée au sens commun. En histoire de l'art, la modernité est bien plus tard. Elle commence environ en 1860-1870 avec les impressionnismes et l'essor de la critique et se termine à la Seconde Guerre mondiale pour laisser place à l'art contemporain. Dans le langage commun, la modernité peut être encore le reflet du temps présent. Et c'est pour ça que nous nous sommes servis de cette expression des temps modernes tirée d'un titre très très célèbre de Charlie Chaplin, évidemment, pour parler de ce rassemblement, les rencontres cinématographiques de Dijon organisées par l'ARP. Et c'est un événement avec des projections, des avant-premières, des films historiques qui sont aussi diffusés, avec des conférences, des rencontres autour de la problématique professionnelle, essentiellement du cinéma français. Donc un autre rapport au temps que nous avons eu, outre la question de la modernité et de la manière dont elle se nourrit finalement du passé et de tout son côté un petit peu ambivalent, c'est qu'on a dû concevoir toute l'identité visuelle de cet événement en un temps record, le temps d'un workshop avec des étudiants à l'ENSA Dijon, donc l'ENSA c'est l'école des beaux-arts de Dijon, et des étudiants qui ne sont pas designers graphiques, puisqu'il n'y a pas d'option design graphique aux Beaux-Arts de Dijon. Donc on a dû concevoir, on va dire, la première vague et la première visuel de cet événement avec ces étudiants en 4 jours, ce qui était un sacré défi. Et ensuite, nous avons dû développer ce projet sur 47 supports, toujours dans un temps record. Donc c'était une course contre la montre, le rush fantastique dont parlait Mathias dans son petit poème. On s'est posé la question avec les étudiants, comment traduire sur une image fixe, puisque nous sommes sur des images fixes dans tous les supports d'identité visuelle, comment traduire la notion de mouvement. Donc, vous avez ce personnage que vous voyez à l'écran. Ce n'est pas Victor Hugo, même si c'est la même époque. C'est Étienne Jules Marais. Je ne sais pas si sans doute beaucoup d'entre vous ont entendu déjà parler de lui. Donc, c'est un médecin, physiologiste et inventeur bourguignon qui, dans les années 1860-1870, a fait beaucoup de recherches sur la mécanique du mouvement animal, donc les animaux et comme les humains. Et il invente en 1882 un procédé qui s'appelle la chronophotographie. Et ce procédé consiste en l'impression, en plusieurs déclics, au bout d'une sorte de fusil appareil photo, plusieurs prises de vue sur une plaque enduite de gélatino-bromure. Et cette chronophotographie lui a valu un peu le statut de précurseur du cinéma, puisque nous sommes en 1882, soit 13 ans avant le cinématographe des frères Lumière. Et cette base-là, Étienne Jules Marais, nous nous en sommes servis avec les étudiants pour essayer de réfléchir à une possible transposition typographique. Donc on a ici un exemple d'un sportif. Alors c'est important de préciser qu'Étienne Jules Marais ne faisait pas ça dans un but de recherche artistique, il était vraiment dans la recherche scientifique. Donc ces images sont certes magnifiques, mais elles ont une vocation uniquement scientifique à l'origine. Donc comment transposer ça à la typographie ? Nous sommes partis des initiales de l'événement, les rencontres cinématographiques de Dijon, puis nous avons étendu les lettres pour en faire une sorte de rebond. Nous sommes ici dans quelque chose qui traduit le mouvement, qui traduit peut-être aussi le son. On a quelque chose qui ressemble peut-être à une onomatopée, donc tout le monde a fait la blague avec le film R de Alain Chabat, évidemment, mais c'était pas ça à l'origine. Et donc on a réfléchi aux différentes manières de positionner ce début de lettrage. Donc on peut l'aligner en haut, en bas, au milieu. On peut aussi le faire crescendo, décrescendo, puis l'inverse.
On peut également le passer sur fond noir. Donc on a beaucoup de combinatoires possibles. Sur fond noir, on revient aussi à la question de la lumière et du projecteur. Et en partant de ces combinaisons, donc on a 6 manières de composer le R, 6 manières de composer le C, 6 manières de composer le D, ce qui nous donne un ensemble de 276 combinaisons possibles. 216 combinaisons possibles. Hasard total, nous étions en 2016. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Mais on pouvait potentiellement faire 216 supports différents sans que deux soient toujours la même chose. On n'en avait que 47, donc c'est une aubaine. Voilà, donc la composition d'une affiche, RCD, quelque chose d'extrêmement simple, des éléments centrés, du noir et blanc, toujours pour parler un petit peu aussi de ses origines du cinéma, puis pour des questions de budget aussi, accessoirement. Et tout un ensemble de compositions possibles où on est un petit peu dans une espèce de continuité dans la variation. On a instauré un petit peu un code, toutes les projections étaient sur fond noir et tous les autres événements, conférences, repas étaient sur fond blanc. Et cela s'est déployé sur tout un tas de supports, les supports habituels, donc des flyers, un programme. On a aussi donc l'intérieur du programme qui jouait aussi sur l'extension des choses, sur une espèce de mécanique qui nous ramène à ces temps modernes, comme des pistons qui se poussent et des choses, comme une espèce d'usine à gaz du cinéma. Des tote bags, donc voilà, le support classique, les badges de VIP, des projections, une espèce de signalétique. Là, j'aime bien la photo de droite parce que c'est Michel Hazanavicius sous notre affiche, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà. Et donc voilà, les autocollants sur les taxis, parce que évidemment les gens importants du cinéma marchent très peu. Et une affiche, donc ça c'est le plus grand support qu'on ait jamais fait de notre vie. Ça fait 7 mètres par 9, à l'époque c'était plus grand que notre appartement, donc on était très contents de faire un support d'une telle ampleur. Voilà. Donc, avec ces étudiants, nous sommes allés chercher un petit peu aux confins, aux origines du cinéma, lorsque le cinéma n'existait même pas, lorsqu'il n'était que photographie séquencée. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de marier les époques, de marier les temps, pour en revenir à cette question du temps, et en se disant, comme Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme, ça marche aussi avec les formes et les idées. Voilà. 2 temps, 3 mouvements, 2017. On revient. Ici, nous sommes dans un contexte d'atelier avec des enfants du pays chaumontais pour le CIN, Centre national du graphisme, et la ville de Chaumont. Et donc, 2 temps, 3 mouvements. 2 temps, transmission, diffusion. 3 mouvements, 4 ateliers, 2 livres, 1 exposition. 2 temps, 8 établissements, 167 enfants. 3 mouvements, 32 séances, 2200 km, 2 départements. 2 temps, 1 texte référent, 4 personnages inspirants. 3 mouvements, 167 paysages, 208 lettres, 900 documents. 2 temps, échanger, apprendre. 3 mouvements, regarder, lire, comprendre. Alors, l'expression 2 temps, 3 mouvements, qui veut dire très rapidement, est parfaitement ironique ici, puisque ce projet nous a pris un temps fou. Alors, il y avait 96 heures d'atelier avec des enfants du pays chaumontais, donc ça, c'était posé. Mais tout le reste, c'était assez, on va dire, imprévisible et indistinct. Et en fait, ça a été un projet qui était aussi passionnant qu'envahissant, parce qu'on a passé un temps fou en préparation de projet, en budgétisation, en réflexion de scénographie, en réflexion de restitution, en archivage. Et donc, nous avons été ici intervenants, conférenciers, auteurs, iconographes, archivistes, comptables, chauffeurs, scénographes et accessoirement designers graphiques. Donc un temps fou, mais quelle aventure que ce projet de voyage au centre de la Terre. Donc le rapport au temps dans ce projet, il était aussi lié au rapport des âges, puisque nous avions des enfants, enfin des élèves plutôt, qui allaient du CM1 ou CE2 même, je crois, ou CE1, enfin bref, à l'école élémentaire jusqu'en 3e. Ce qui fait que on a commencé à réfléchir des ateliers qui puissent être
agréable, puisque l'objectif d'un atelier, c'est quand même aussi de s'amuser, et enrichissant pour des jeunes qui sont encore dans l'enfance et d'autres qui sont bien avancés dans l'adolescence. On voulait que ce soit les mêmes ateliers. Donc il y a eu aussi ce rapport au temps qui est un rapport à l'âge et un rapport aussi à l'intérêt qu'on a à faire les choses. Il fallait que ce soit, on va dire, presque universel. Et on a presque réussi parce que même certains enseignants s'y sont prêtés et ont beaucoup aimé ces ateliers. Donc le thème qui nous a été imposé par le Signe pour ces ateliers, donc ça s'appelle le PAG, un projet artistique globalisé. C'est une fois par an, avec des intervenants différents à chaque fois. C'était le carnet de voyage. Alors, la thématique du carnet de voyage nous a quelque peu encombrés. Titouan Lamazou a fait beaucoup de mal parce que ça a donné une espèce de mode qui ne s'est pas tarie. Et la question du carnet de voyage nous a encombrés. Pourquoi ? Parce qu'un carnet de voyage, c'est un support et non une vraie thématique. Donc finalement, dans ce carnet de voyage, on peut tout mettre. On a commencé par faire une espèce d'amalgame entre le carnet de voyage, le voyage au centre du graphisme, parce que c'était le titre exact qu'on nous a donné, voyage au centre du graphisme, et vous allez le voir après, voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc ce carnet, on va passer assez vite, mais on a décidé d'évincer un petit peu la question du carnet de voyage en créant pour les élèves un carnet qui est plein de carnets vides. Puisque lorsque Mathias et moi voyageons, des formations professionnelles sans doute, nous ramassons et nous achetons des carnets un petit peu partout, donc des carnets qui sont tellement abondants que nous n'avons jamais le temps de les remplir. Et en plus, on est toujours avec nos mêmes carnets, les vieilles habitudes. Donc, on a plein de carnets vides. Et on s'est dit que ça nous servirait un jour, donc ça nous a servi ici, pour faire un carnet de recherche qu'on a distribué à chacun des élèves avant le début des ateliers, en leur disant qu'ils pouvaient s'en servir, voilà, comme une sorte de carnet de notes pendant tout le temps des ateliers. Alors, ça a fonctionné pour certains, pas pour d'autres. Ce n'est pas grave. Mais on en vient à notre sujet, qui est Voyage au centre de la Terre. Ça a été un prétexte, en fait, littéraire, un fil rouge, comme notre fil rouge du temps aujourd'hui, pour tous nos ateliers. Voyage au centre de la Terre, pourquoi ? Parce qu'il y a cette question du voyage qui nous a été donnée à l'origine, le centre de la Terre avec le centre du graphisme, et Jules Verne, quand même, qui est lisible à tout âge, dès le plus jeune âge, et cette espèce d'aventure complètement folle où on peut ponctionner des tas de choses pour réfléchir à des thèmes qui sont liés au graphisme. Donc, très très rapidement, on va vous résumer les ateliers. Le premier, c'était les écritures spéléologiques, où on a demandé aux élèves, alors ça c'était, ah oui, j'ai introduit à chaque fois par des illustrations d'Édouard Rioux qui font partie de la deuxième édition de Voyage au centre de la Terre. La première était en 1864 et la deuxième en 1867, illustrée. Et on introduisait à chaque fois avec un passage de Voyage au centre de la Terre, un passage illustré. Et donc, les écritures spéléologiques, c'est le passage où alors c'est pour ceux qui n'ont pas lu Voyage au centre de la Terre, c'est une équipe de chercheurs, un professeur qui s'appelle le professeur Lidenbrock et son acolyte Axel, qui tombe sur un manuscrit avec un cryptogramme qui indique l'entrée pour accéder au centre de la Terre. Donc cette entrée se situe sur une montagne, et donc cette montagne doit être d'abord escaladée. Et donc, quand elle est escaladée, le corps est mis à rude épreuve, on est suspendu à des cordes, on est mis en danger, on met en danger son équilibre, et on a essayé de transposer ça à une espèce de mise en danger de la graphie, à une mise en danger de l'écriture avec les enfants. Et on leur a demandé d'écrire de plein de manières qui ne sont pas des manières confortables, mais pour faire en sorte que la graphie qui en ressort soit surprenante et poétique, alors eux ils trouvaient ça affreux, nous on trouvait ça magnifique, voilà. Donc des pinceaux au bout de ficelle, là on écrit à plusieurs aussi, parce que lorsqu'on est en alpinisme, on est encordés les uns aux autres et on compte les uns sur les autres.
Donc voilà ce que ça donne, ce genre d'écriture à plusieurs. Il y a certains moments aussi où ils sont dans le noir total, et là c'est une écriture à l'aveugle, où c'était un travail de collaboration, où il y avait un guide et un élève qui avait les yeux fermés. Donc évidemment le guide n'avait pas le droit de dire le nom de la lettre, et il n'avait le droit d'utiliser qu'un vocabulaire de forme, de direction, de vitesse. Donc voilà, l'obscurité redouble. Alors chaque fois on leur demandait d'écrire des tout petits passages du livre. Stratigraphies exquises, c'est un passage où on parle du fait qu'on traverse les strates terrestres. Et là, on a fait un travail de lettrine, donc complètement opposé à l'atelier précédent, un travail de lettrine où il fallait... c'est un cadavre exquis où chaque élève faisait une couche en suivant on va dire un squelette d'un alphabet. Et donc chaque élève faisait une couche, et les lettres tournaient comme ça à l'intérieur. Donc c'est un travail de stratigraphie. Et au final, ça donnait des lettres absolument incroyables et complètement protéiformes, qui a beaucoup impressionné les élèves qui ne pensaient pas qu'ils étaient capables de faire ça en juste 2 heures. Et donc c'était un vrai travail collaboratif, avec des lettres comme ça complètement folles. On les a pas guidés, on leur a juste demandé, on leur a montré des lettrines du Moyen-Âge, et on leur a dit que la lettre ornée était quelque chose de possible aussi. Donc voilà, on est sur de la lettre ornée en cadavre exquis. Ensuite, les dédales modulo-géologiques, c'est une question de collage et de composition. Dans Voyage au centre de l'Altère, il y a énormément de minéraux qui sont cités, donc le mica, le quartz, le feldspath, la lave poreuse, le granit, etc. Et donc on a décidé de prendre des images de tous ces minéraux et de donner un vocabulaire qui était lié au vocabulaire de la grotte, le vocabulaire souterrain. Donc des sinuosités, les gouffres, les arches. Et tous les élèves ont fait un collage de composition à partir de tous ces minéraux. Donc on a des choses absolument magnifiques. Donc c'est les 167 paysages, donc avec les 167 élèves dont parlait Mathias dans son petit poème. Et donc voilà. Et les tumultueuses marbrures, on est dans le passage où ils sont sur un radeau dans une terrible tempête. Et là, on a abordé la question d'un procédé d'impression très élémentaire qui s'appelle le suminagashi, qui est l'ancêtre, qui date du XIe siècle au Japon, qui est l'ancêtre du papier marbré que l'on connaît mieux, le papier marbré florentin ou turc. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de très aquatique, de très tumultueux, et avec la question de l'impression sur papier. Voilà. Donc, une fois qu'on avait tout ce matériel, 900 documents à peu près, il a fallu restituer ces choses-là, et nous avons décidé de faire un livre, Voyage au centre de la Terre. Donc, heureusement, Voyage au centre de la Terre est tombé dans le domaine public, donc on pouvait récupérer le texte sans aucun problème. Et ce livre est un livre avec un texte intégral qui n'est pas à lire, puisque c'est écrit en corsis. C'est un livre à regarder, c'est un texte avec un livre à regarder. Et nous avons décidé, puisqu'il n'est pas à lire mais à regarder, de venir sculpter le texte. Alors voilà, il y a une petite référence au cryptogramme de l'intérieur. Les chapitres ont été remontés, les paragraphes ont été remontés, et séparés juste par des petits signes. Et en fait, on a décidé de sculpter le texte, de s'inscrire très humblement dans la lignée des textes sculptés et ornés des louanges à la Sainte Croix de Rabanne Mort du début du IXe siècle, au calligramme d'Apollinaire, au lettrisme d'Isidore Issou, ou alors des textes qui se terminent en pyramide inversée des incunables, enfin toutes ces choses, toute cette histoire de textes sculptés et de textes ornés. Et donc, on a décidé d'évoquer, plus que d'illustrer, ce qui se passe un petit peu dans le roman avec de la sculpture de texte. Donc ici, on se trouve par exemple au début de l'ascension de la montagne, quelque chose de plutôt alpinisme, où on va grimper sur ces grandes pistes d'escalade. C'est ici évidemment qu'on retrouve les images de l'atelier avec la calligraphie un petit peu expérimentale. À partir du moment où nos protagonistes passent sous terre, on passe en encre argent sur un papier noir à l'intérieur du livre, et on se retrouve là ici dans le dédale de la grotte. Donc c'est complètement illisible, hein. Je dis encore 6, et si on veut lire Voyage au centre de la Terre, il faut acheter un folio, c'est très bien, ça fonctionne aussi.
Ici, nous avons nos paysages souterrains. On a tenu à ce que les 167 élèves puissent avoir leur paysage à l'intérieur du livre. Donc, on ne pouvait pas mettre tant de pages, faute de budget évidemment. Donc en fait, on a fait des collages de collages, on a assemblé les choses pour recréer des paysages souterrains complexes et de plus en plus complexes. Ici, nous sommes dans le passage où ils sont sur leur radeau avec leur voile tendu. Évidemment, arrivent à ce moment-là les fameuses suminagashi. Pareil, composées et réassemblées ensemble pour donner quelque chose d'assez tumultueux, comme la tempête dans laquelle sont nos personnages. Et ici, nous arrivons sur l'île où se trouvent encore des animaux préhistoriques, ces animaux préhistoriques bizarres et protéiformes dont nous avons écrit les noms avec les lettrines des cadavres exquis des élèves. Donc ce livre, nous avons passé, comme on vous l'a dit, un temps fou, donc 2 temps, 3 mouvements. Ce n'était pas le cas, mais c'était énormément de temps, énormément de mouvements consacrés à ce projet très beau avec les étudiants, les élèves du pays chaumontais. Voilà. Donc il y a eu une petite restitution, chaque enfant a eu un livre, tout le monde était très heureux. Et pour finir le parcours pédagogique, on va dire, on a montré à la Biennale du design graphique les livres, mais aussi les planches d'impression, pour montrer un petit peu aussi aux élèves qu'un livre, avant d'être découpé, est imprimé sur des grandes planches qui s'assemblent et se rassemblent. Alors, avec le temps, c'est un projet d'identité et d'affiche de saison musicale pour une association qui s'appelle Why Not, qui est un centre de création musicale et donc qui diffuse, produit et soutient la musique contemporaine et expérimentale. Avec le temps, on se construit. Avec le temps, on perce, on roule, on plie. Avec le temps, on édifie. Avec le temps, on déchire, on courbe, on trie. Avec le temps, on révise la copie. Avec le temps, on s'adapte, on ricoche, on rebondit. Avec le temps va, on réfléchit trop ou pas. Avec le temps va, tout s'en va. Alors, le rapport au temps dans ce projet est un petit peu spécial puisque c'est un projet que l'on imaginait sur une temporalité très longue avec une espèce de rêve caressé d'une collaboration avec un commanditaire téméraire et ouvert d'esprit. Cette collaboration, elle a duré 5 ans. Pour des raisons que nous n'évoquerons pas ici, elle s'est arrêtée un petit peu soudainement et brutalement. Mais c'est aussi ce rapport avec le temps, des choses qui peut-être se tarissent et comment expliquer cela mieux, avec le temps, on construit des projets qui se bonifient comme un vin de garde et les choses s'écrivent aussi. Lorsqu'il y a une collaboration de longue haleine avec un commanditaire, on se rend compte, en tout cas c'est arrivé de nombreuses fois, on a pu l'observer avec Mathias, c'est que la première année c'est très bien, la deuxième année c'est mieux, la troisième année encore mieux, et s'installe une espèce de, comme c'est le cas par exemple de Philippe Millot avec les éditions 100 pages ou Michel Le Petit Didier avec le musée Niepce, des très longues collaborations de confiance, comme ça on se retrouve avec des projets qui sont magnifiques grâce justement au temps. Donc on imaginait ceci avec cette association et c'est plein de nostalgie qu'on vous montre ce projet. Alors, ce projet, ça a été un terrain de jeu. Pendant 5 ans, on vous montre 2018, qui est la 3e année, donc l'année pivot, un petit peu l'apex de ce projet. Et notre idée pour ce projet, c'était de partir toujours du même matériau, le matériau du papier. Si vous connaissez un petit peu notre travail, vous vous êtes sans doute rendu compte que nous travaillons beaucoup avec le papier. On aime partir de cette feuille qui est presque un support en 2 dimensions, le sculpter, le scanner, le retravailler et venir le réimprimer sur un support en 2 dimensions. Donc on est un petit peu du papier sur papier, c'est une sorte de mise en abîme, on transforme un support, parce qu'en design graphique, le papier est souvent un support, on transforme un support en sujet,
en fait, avec cette pratique. Et donc, pour Why Not, on a voulu déplacer ça un petit peu, comme les artistes qui sont diffusés et soutenus par Why Not déplacent un petit peu la question du son, du bruit et de la musique, en se servant parfois d'objets qui n'ont rien à voir avec des instruments pour faire de la musique, ou en se servant parfois d'instruments de musique pour créer des sons que le commun des mortels ne pourrait pas appeler de la musique. Donc on est comme ça dans une espèce de déplacement avec cette matière papier que nous avons pris comme un fil rouge. Alors, l'édition 2018, on se sert très souvent, pour commencer les projets, de ce qui entoure, non pas le design graphique, mais le contexte du commanditaire pour lequel on travaille. Ici, nous avons un extrait d'une partition de 196 pages de Cornelius Cardew. Je le prononce bien de Cornelius Cardew. Et donc, cette partition est une partition graphique de 193 pages où le compositeur a délibérément omis d'écrire la moindre note. Et cette partition est offerte aux ensembles musicaux à une interprétation très, très libre. Et donc, on a tout un passage avec ces formes circulaires assez incroyables et très, très rythmées, libre d'interprétation. Pour cette édition, on a vraiment essayé de regarder toute la richesse des partitions graphiques de la musique concrète. Donc ici, on a les lignes tendues de manière très architecturale par le compositeur et justement architecte Yannis Xenakis. On a aussi, on ne va pas le présenter plus que ça, John Cage, que tout le monde connaît, avec cette partition d'une pièce musicale qui s'appelle Fontana Mix, qui fonctionne comme une combinatoire, c'est-à-dire qu'on a ces éléments graphiques qui sont imprimés sur des rhodoïdes et que les interprètes peuvent disposer de manière combinatoire et infinie pour venir interpréter les rapports de tension qui viennent se créer des éléments les uns après les autres. Et donc, on s'est servi un petit peu de toutes ces choses-là, des tissages Montessori jusqu'au twister, des tissages humains, des tissages humains et des tissages de papier que nous avons commencé à tenter, à rythmer, à essayer de voir à partir d'une grille circulaire comment on peut finalement créer notre propre partition visuelle. Est-ce que les affiches pourraient être jouées, justement comment nous, on va trouver la rythmique, comment on va trouver la poésie visuelle là au milieu. Donc on a fait énormément d'essais. On en a des cartons de ces essais, de tissage, de points vides, de points imprimés et de bandelettes qui créent justement ces fameux rythmes. Et en posant simplement les pages sur un scanner, il y a très peu de retouches. On est venu créer des combinatoires. Donc on retrouve les tissages de Xenakis, on retrouve les points de Cardew, on retrouve la combinatoire de John Cage là au milieu, et beaucoup d'autres évidemment que nous n'avons pas le temps de citer. Et grâce à tout ça, on peut finalement créer un système totalement infini de différentes combinatoires. Ici nous sommes en bichromie, mais on peut évidemment passer en plein de couleurs, et on aurait pu finalement faire 10 ans de tissage de la sorte. Mais on a travaillé que sur 3 trimestres, un trimestre orange et bleu, un trimestre vert et bleu et un trimestre rose et bleu. Donc c'est un petit peu difficile de rendre ça en RVB, mais c'était des couleurs fluo, donc l'idée c'était que ça se voit très fortement dans l'espace public évidemment, puisque nous sommes sur des affiches abribus que nous avons imprimées chez les Arts Graphiques à Strasbourg. Merci les Arts. Et donc voilà, donc ces grandes affiches qui sont une espèce d'expérimentation avec du papier à partir de partitions graphiques de musique concrète. Donc là, vous avez ces magnifiques détails de strames stochastiques que permet la sérigraphie. Et donc voilà, cette affiche-là en ville. Puisque nous avons... ah oui, donc, et puis le programme, j'ai oublié de vous dire qu'il y aurait un... Donc voilà, le programme qui reprenait aussi un petit peu ces questions aléatoires et ces combinatoires avec un papier très fin que nous voulions transparent pour que les choses puissent on va dire, communiquer les unes avec les autres.
Et donc cette question du papier, nous l'avons menée pendant 5 ans avec Why Not. Donc juste très très rapidement un petit panorama de ces 5 années, puisque l'idée c'était de vous montrer aussi une évolution dans le temps. Ça c'était la première année. Alors cette première année, on parlait du bruit du papier et de comment on peut faire de la musique avec du papier déchiré, roulé, découpé au cutter. Et de parler un petit peu du dédale aussi, qui est la musique expérimentale, en lisant la contreforme des lettres, parce que ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a écrit ici Londres, en très grand, en papier. La deuxième année, on a réfléchi à la dualité entre la scène et le public, entre le standard, ici format A4, et que l'on vient déconstruire. Et c'était un diptyque, une sorte de jeu de piste à l'intérieur de la ville où il fallait trouver la forme et la contreforme. Donc il y a eu ces 3 trimestres avec 3 diptyques découpés. Bon, évidemment, on pourrait épiloguer beaucoup plus sur chacune des années, mais l'idée c'est d'aller vite quand même, puisque je crois que j'ai déjà dépassé le temps qu'il fallait. Donc l'année que nous venons de vous présenter. La 4e année où on parlait de musique mécanique et d'accordéon de micro perforé. Donc à chaque fois qu'on avançait dans le temps, il y avait de plus en plus de plis à notre carte perforée. Et la dernière année, post-Covid, est-ce que ça va ouvrir? Est-ce que ça va pas ouvrir? Est-ce que ça va refermer? Un petit peu un volet multiple. Voilà. Alors, prendre le temps. 2019, on avance, on se rapproche de 2023. On est grosso modo à la moitié de la conférence. Avec un projet qui s'appelle Persienne, qui est une carte blanche dans le cadre d'un projet Panorama, un itinéraire graphique initié par nos copains de Super Terrain, avec la bibliothèque de Saint-Herblain. Donc c'est un itinéraire graphique dans la ville de Saint-Herblain, qui est dans la banlieue de Nantes. Et on a été invités à dessiner une image avec une carte presque blanche. Prendre le temps de pratiquer, de cultiver. Prendre le temps d'essayer, de rater, de recommencer. Prendre le temps de réfléchir avec la main. Prendre le temps de se cadrer sans être contraint. Prendre le temps de se laisser aller. Prendre le temps de tracer des grilles alambiquées. Prendre le temps de s'émanciper des écrans. Prendre le temps finalement de travailler librement. Tout est dans le titre. Prendre le temps. Nous qui sommes toujours un petit peu à flux tendu, avec des échéances, avec des projets de commande, avec, comme je l'ai dit au début, des deadlines parfois terriblement serrés. Ce type de projet, ces cartes blanches, c'est aussi un moment, un temps suspendu dans la pratique qui permet de se repositionner, de savoir comment on a envie de dessiner les images, de nous émanciper des écrans, puisqu'en fait, ça arrive justement à ce moment où on fait beaucoup de recherches justement avec cette question du papier. Donc c'est un petit peu remettre les mains dans le cambouis, de revenir un petit peu aux origines de la manipulation. Et en fait, tout ça prend un temps fou. Donc travailler sur ordinateur, évidemment aussi, je ne dis pas le contraire. Mais le temps de la manipulation est un temps qui est très différent lorsque on est sur de la matière, avec des ciseaux, avec des cutters, avec le fait de fabriquer des images, de le remettre sur scanner, de se rendre compte que ça fonctionne pas, de revenir à nos ciseaux et à nos cutters et à nos feuilles blanches. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans une pratique longue où on a pris le temps aussi de mettre de côté un petit peu certaines échéances pour se recentrer sur le travail plastique du design graphique. Et évidemment, travailler cette question du papier, elle nous est arrivée un petit peu comme un choc en découvrant le travail qu'a fait Joseph Alberts avec ses étudiants du cours préliminaire du Bauhaus. Donc il était enseignant au Bauhaus de 1923 à 1933, la fermeture de l'école, et il était enseignant en théorie des matières. Et il y a une citation très célèbre, je vous en donner juste un petit bout. Tout art commence par un matériau et nous devons donc d'abord l'étudier, ce matériau, et voir ce qu'il peut faire.
Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait avec le papier. On a fait une tentative d'épuisement et puis on l'a toujours pas épuisé, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc pour ce projet, la carte n'était pas complètement blanche puisque à chacun des invités de cet itinéraire graphique était donnée une image du paysage de Saint-Herblain. Donc nous sommes tombés sur cette image-là qui est un petit peu anxiogène. Il n'y a pas très longtemps, en regardant une émission capsule qui s'appelle Gymnastique sur Arte, j'ai appris ce que c'était que les liminal spaces. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. Ces espaces de transition vides de toute humanité, où on a l'impression qu'il y a un zombie qui arrive par derrière et qui va nous attraper. Cette image a créé un malaise chez moi, un petit peu comme ça. J'ai eu l'impression de me retrouver un petit peu derrière une persienne, à observer comme ça ce paysage. Et j'ai décidé de retourner dans mon espace de confort, avec tout cet inconfort, et de retourner dans mon espace de confort qui sont les grilles. J'aime beaucoup les grilles, je suis un petit peu obsédée par les grilles, éditoriales évidemment. Et donc j'ai essayé de tracer une grille avec ce paysage, donc, des lignes horizontales, des lignes verticales, des points de fuite. Et cette grille un petit peu complexe, nous avons décidé d'en garder certaines lignes de force pour venir faire une espèce on est tombé sur une espèce de planche de BD. Alors, juste, je fais une petite parenthèse digressive. Tout ce qu'on vous propose là, ce sont des explications délibérément didactiques, parce que c'est vraiment la manière qu'on a de construire les projets. C'est la manière aussi qu'on a de les proposer à nos commanditaires. Donc c'est aussi une manière de vous montrer comment on inscrit un projet dans une espèce de narration globale. Voilà. Donc on est tombé de manière un petit peu par hasard sur cette espèce de planche de BD vide qu'on a essayé de remplir. Donc voilà, on est sur la persienne de Psycho d'Alfred Hitchcock, 1960, toujours très anxiogène. Donc le travail sur le papier, on a commencé à découper à partir de cette histoire de persienne et cette histoire de vue, d'observation, à se demander comment on pourrait fabriquer des persiennes ou des portes d'été avec du papier. On a commencé sur l'impression même de ce paysage, mais ça fonctionnait pas très bien. On a décidé de revenir à la couleur blanche du papier, et cette espèce de multi-tentacules comme ça, toujours très angoissante également. Et de venir remplir finalement l'espace de ce paysage évidé avec ces filaments tentaculaires. Et là, c'est une référence qui nous est arrivée un petit peu comme ça. Des fois, les références arrivent après coup. Et donc, on a vu complètement Sin City. Évidemment, Frank Miller, 2000, une bande dessinée qui a bercé nos années de lycéens. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de très narratif, de très poétique. Et on a décidé, au final, d'écrire un haikai de Matsuo Basho. Donc Matsuo Basho, c'est le père du haikai et du haïku. Donc c'est un écrivain et un poète du XVIIe siècle. Et donc on a écrit donc avec une déambulation libre, une interprétation libre de ce haikai de Matsuo Basho, où en fait on donne une clé de lecture sans en donner une, parce qu'on ne sait pas trop dans quel ordre lire ces choses-là. Et on est un petit peu sur la perte de repères, sur la pluie, sur le vent, on ne sait pas trop dans quel sens il souffle. Et on ne sait pas trop comment ouvrir la fenêtre, si on est devant ou si on est derrière. Et donc voilà, ça c'était le rassemblement de panoramas avec des visites, avec des différents invités. Et nous, on a été assez heureux parce que finalement, notre image a fini dans un paysage tout vert, alors qu'on partait d'un paysage plein de béton. Donc on nous a rendu justice par rapport à l'endroit où on a installé notre image. Alors, est-ce qu'on a le temps de... Oui, c'est bon. Allez, on va se dépêcher un peu. Je vous ai prévenu, je suis assez prolixe. Donc voilà. Contre-temps,
pour un catalogue d'expositions collectives pour le MoCo, Montpellier Contemporain. Donc c'est une exposition à la Panacée, un centre d'art contemporain à Montpellier. Et cette exposition possédait Déviance, Performance, Résistance. Contre-temps, contre-culture et contre-courant. Contre-temps, contre-marée et contre-vent. Contre-temps, des êtres bicéphales non binaires. Contre-temps, dégradés verts, bichrome, bivière. Contre-temps, des œuvres hors normes, hors la loi. Contre-temps, des images hors champ, hors canevas. Contre-temps, contre-modèle et contre-ténor. Contre-temps, contre-jour et contre-corps. Alors, le rapport au temps, ou plutôt au contre-temps pour ce projet-là, est vraiment lié au thème de l'exposition, puisque l'exposition possédée donne un panorama du rapport que peuvent entretenir l'art contemporain et l'ésotérisme, avec une dimension militante. Donc comment l'art contemporain et l'ésotérisme se rencontrent, en particulier avec les corps racisés, les corps féminins, les corps coloniaux. Et donc on a ici une exposition avec des artistes de la contre-culture qui vont à contre-courant, justement. Et on parle de chimie, on parle de magie, on parle d'alchimie, on parle de cartomancie et comme l'a appelé si bien le commissaire Vincent Noré, de la nuit de l'occulte. Donc, il y a 25 artistes dans cette exposition, ce qui nous a amené aussi à la question du contretemps dans le projet. Donc un contretemps, c'est, on va dire, un événement soudain, inattendu, qui peut compromettre une issue. Et en fait, avec 25 artistes et autant d'auteurs, il y a eu énormément d'imprévus et de contretemps dans le travail sur ce catalogue. Des textes qui arrivaient pas, ou qui arrivaient non relus, ou que nous avons dû remplacer au dernier moment, des images qui nous arrivaient en 2 dpi, en 2 cm sur 2 cm. Enfin, en gros, des tas de contretemps qui ont fait que le temps du projet et son échéance ont été très compliqués. Et en même temps, ça forge aussi à la logistique et à l'organisation. Et moins le projet est organisé, plus nous, on doit l'être. Donc, c'est très, très formateur, en fait, ces projets pleins de contretemps. Voilà. Donc, la Panacée, c'est un centre d'art qui occupe l'ancienne école de médecine de Montpellier et qui est organisé un petit peu comme autour d'un cloître. Et les espaces d'exposition tournent comme ça tout autour. Je vous montre cette architecture parce que c'est très important par rapport ensuite à la teneur du projet et à la composition de ce catalogue. L'exposition, donc ici on a une image d'une œuvre et d'une performance de Chloé Vuitton. Ce sont des espaces qui se découpent de manière presque cinématographique avec des scénettes. Et chaque espace était éclairé avec différentes gélatines colorées, avec une scénographie de monsieur et monsieur. Et en fait, les différents espaces, là on voit des œuvres de Jean-Marie Apriou, étaient vraiment très séquencés, avec des lumières colorées qui nous plongeaient à chaque fois dans des espèces d'univers très étranges. Et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu, cette histoire de transition colorée et cette histoire de chemin qui se rencontrent là où on les attend pas. C'est quelque chose qu'on a voulu traduire par la couleur à l'intérieur de l'ouvrage. Donc, je sais pas si ça se voit bien là à l'écran. Si, c'est bon, ça se voit. Le texte, au tout début de l'ouvrage, est vert foncé. Et au fur et à mesure des pages, il y a une autre couleur qui vient l'envahir. C'est comme si le texte était possédé par sa propre couleur. Et on a comme ça une évolution du début à la fin, d'un dégradé progressif qui vient changer la couleur du texte. On a aussi, dans la composition du bloc iconographique central, cette espèce de dimension très cinématographique où des images sortent en hors-champ, en haut et en bas, pour qu'on ait une impression d'instabilité et de mouvement, comme si justement à chaque double page, on passait dans ce nouvel espace
cet espace très séquencé justement de la panacée. Et on voulait tout sauf une mise en page systématique. Donc chaque mise en page est différente. Et on a comme une espèce d'urgence lorsqu'on est dans ce bloc iconographique avec cette espèce d'approche de la coupure et du cut très cinématographique. Donc on a ici cette couverture qu'on a voulu très sobre et on a décidé de dessiner un cadre pour justement parler des gens qui étaient hors cadre. Et voilà, vous voyez l'avant-propos, donc le texte qui est d'une couleur donnée. Et voilà, ici l'entretien, et vous voyez que le vert clair commence à arriver sur les côtés. Et au fur et à mesure, la couleur numéro 2 prend de plus en plus de place jusqu'à occuper toute la page. Et on a cette espèce de prise de possession comme ça du texte par la couleur. Donc voilà quelques exemples en grand de double page du catalogue d'exposition. Et donc, à la fin de l'ouvrage, des images comme encerclées par le texte. Et ici, c'est là que nous avons eu tous les contretemps terribles de ce projet, puisqu'il y a 25 artistes et 25 essais de 25 auteurs différents. Vous n'imaginez pas l'organisation que c'est pour rassembler tout ceci. Voilà. Et une quatrième de couverture en forme d'élévation. Alors 2021, temps mort. Une affiche de festival cette fois-ci, pour une association Sabotage, une association qui diffuse de la musique à Dijon, et avec qui nous travaillons depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà. Temps mort, quelque part en 2020. Temps mort, de la métropole au patelin. Temps mort, la fête est finie. Temps mort, memento mori. Temps mort, vivement 2021. Temps mort, la musique et le grand bain. Temps mort, temps gris. Temps mort, revenir à la vie. Alors, le rapport au temps ici, il fait partie intégrante du projet pour 2 raisons. C'est un projet qui est arrivé en 2021, suite au temps suspendu de la pandémie où tout s'est arrêté. Tout le monde est au courant. Terminer les concerts, terminer les expos, terminer les sorties, terminer les apéros. Et pour une association comme Sabotage, ce temps représente celui de l'attente. Et c'est là-dessus qu'on a voulu insister pour le projet, donc vous allez le voir par la suite, puisque on a décidé de convoquer un objet directement lié à la mesure du temps qui passe. Alors, on est parti de l'escargot. Un petit peu de stéréotype ne fait pas de mal, nous sommes bourguignons. Et alors on ne savait pas du tout où on partait, on a réfléchi à la question de l'escargot. Au début, on voulait peut-être partir sur la question d'une spirale, et en fait de partir de cet animal qui est très lent, puisque comme vous le savez tous, les choses ont mis quand même longtemps à redémarrer, et ce fut un processus long et lent. Donc on est parti des escargots, et en faisant nos recherches sur les escargots, on s'est souvenu de ce court-métrage de 1965 réalisé par René Laloux avec des dessins de Roland Topor qui s'appelle Les escargots. Et cette vanité que l'on voit de ce paysan qui pleure sur un crâne et en se demandant, en lisant sans doute Hamlet, nous imaginons qu'il est en train de lire Hamlet, et on s'est posé la question de comment on pouvait ramener finalement cette question de la vanité, donc du memento mori à l'intérieur de notre affiche, parce qu'on s'est dit que c'était très très juste par rapport à la période que nous venions de vivre. Et donc on s'est un petit peu détourné de notre escargot pour nous pencher sur la question de la vanité. Donc on vous montre cette image-là, parce qu'on aime beaucoup, c'est la première... la plus ancienne vanité connue, qui a été découverte à Pompéi, dans les ruines de Pompéi. Donc elle est datée de au moins le 1er siècle avant notre ère. Et c'était déjà un memento mori, donc ils l'ont trouvé dans la maison d'un maçon
avec le compas du maçon au-dessus. Et déjà, ce crâne est déjà les attributs de la richesse et de la pauvreté qui nous indiquent que nous sommes tous égaux devant la mort. Donc ce thème-là, il a été un petit peu oublié pendant quelques siècles, et avec l'épidémie de la Grande Peste noire, les danses macabres sont arrivées dans les représentations, et par la même occasion, à la suite des danses macabres, les vanités. Donc ici, on a une vanité assez célèbre du Caravage, Saint Jérôme écrivant, qui date de 1606, et c'est le début d'une grande série de vanités dans l'histoire de la peinture. Ici, on a la vanité de Philippe de Champaigne, la plus connue, et c'est là que ça commence à nous intéresser sérieusement, puisque on voulait pas partir dans on va dire le stéréotype du crâne, d'autant plus que nous sortions du Covid, c'était pas trop à propos. Et on a essayé d'aller chercher des autres symboles qui étaient souvent associés aux vanités. Donc on a souvent des fleurs, des bulles, des choses fragiles, éphémères. Et on a 7 instruments qu'on voit ici sur la droite. Le sablier, symbole du temps qui passe. Donc on revient un petit peu à notre origine de cette question du temps suspendu. Et on a décidé de travailler à partir du thème du sablier. Ici, vous avez une autre vanité de David Bailly, un portrait vanité avec un petit sablier caché sur la droite, mais il est là. Et si vous tapez sur Google Images vanité Renaissance, vous tombez sur pléthore de différentes représentations de sablier. Donc on a un petit peu réfléchi à comment on pouvait montrer ce sablier. On voulait une image un peu choc, une image qui soit très très prégnante, très très sobre. On voulait rester dans une espèce de retenue de la forme, un petit peu, pour reprendre doucement. Et donc on a réfléchi à tout plein de formes de sablier. On a sélectionné peut-être la plus courbe, la plus fluide et la plus universelle, cette grande forme de sablier, que l'on a flouté pour rappeler un petit peu cette histoire du sable et cette histoire de quelque chose qui va, on va dire, couler à l'intérieur. Et on a décidé de remplir ce sablier, parce qu'un sablier doit être rempli par quelque chose, par un procédé d'impression qui s'appelle le dégradé machine, que vous connaissez peut-être sans doute, qui consiste en sérigraphie sur un seul cadre, d'apposer plusieurs couleurs. Et une fois que que le bras passe sur la feuille, le dégradé se crée de lui-même. Et en fait, c'est un moyen d'introduire différentes couleurs avec un seul écran de sérigraphie. Donc, le procédé a été mis en place derrière le sablier pour venir le remplir de quelque chose qui semble justement couler, avec cette petite trame stochastique qui rappelle également le sable du sablier. Alors, juste une toute petite parenthèse sur le dégradé machine, puisqu'on n'a pas non plus choisi ça de manière par hasard. Donc, le dégradé machine, il date, a priori, c'est ce qu'on a trouvé en tout cas, il commence en 1860-1870 pour des objets de communication. Donc ici, on a de la pub pour des assurances, par exemple. Et aussi dans des livres qui montrent toutes les prouesses de l'imprimerie, donc des livres d'imprimeurs. Et il est tombé un petit peu en désuétude pour revenir en force dans les affiches psychédéliques des années 60. Ici, on a des exemples d'affiches plutôt vernaculaires, et puis on a aussi des exemples très très inscrits dans notre histoire du design graphique avec Wes Wilson. Donc c'est revenu là, et ça n'a pas été tout à fait abandonné jusqu'ici. Donc le dégradé machine qu'on a repris de toute cette histoire-là. Et puis à un moment, faut bien écrire sur une image lorsqu'il faut communiquer quelque chose. Et donc on a réfléchi à comment on pouvait avoir des lettres mobiles, puisque dans le temps qui passe et dans un sablier, finalement rien n'est immobile, les choses bougent sans cesse. Et donc on a décidé avec ce caractère Gustavo de Lift de faire tomber les lettres comme elles tombent dans un sablier, et de venir les imprimer de manière extrêmement simple, avec une encre blanche qui vient par-dessus le dégradé machine. Et notre idée ici, ça a été de faire en sorte que l'affiche puisse être lue dans les deux sens, parce qu'un sablier, le propre d'un sablier, c'est de pouvoir se retourner, évidemment, et de pouvoir... donc ici, on a
fait ça avec différentes couleurs. On a une affiche avec des tons chauds, une affiche avec des tons froids. Et d'avoir finalement en ville des affiches qui puissent se retourner et que la liberté appartienne à l'agent des abribus, enfin des abris de tram, pardon, de se poser la question dans quel sens il va poser cette affiche. Donc, ce qui était assez drôle, c'est que les affiches ont été mises dans les deux sens avec l'intuition des uns et des autres qui ont déposé cette affiche sous verre. Et on voulait une affiche qui se voit énormément avec une forme très très forte. Et on était assez heureux parce que finalement, le texte est très peu lisible, il est tout petit, il est extrêmement discret. Et on avait cette espèce de temps suspendu aussi de l'affiche qui se lit de loin et de l'information qui arrive dans la lecture de près. Alors le choc des temps, catalogue d'exposition monographique, encore pour le MoCo. Donc nous étions avec Possédé sur une expo collective, une expo monographique d'une artiste flamande qui s'appelle Berlinde de Brucker, artiste contemporaine. Et donc voilà, 2022, on approche de notre échéance, le choc des temps. Le choc des temps, climat présent et primitif flamand. Le choc des temps, l'âge, l'ange et l'enfant. Le choc des temps, des os, de la chair et du sang. Le choc des temps, de la cire, du bronze et des pigments. Le choc des temps, des œuvres sensuelles et incisives. Le choc des temps, des pages nébuleuses et immersives. Le choc des temps, des étoffes que l'on déchire. Le choc des temps, des lignes que l'on tire. Alors, le choc des temps, pour Berlinde de Brucker, est une expression qui nous est arrivée de manière assez spontanée parce que rencontrer physiquement le travail de Berlinde de Brucker, déjà, c'est un choc en soi. Que l'on adhère ou non à cette esthétique très brutale et carnaire, on ne sort pas indifférent d'une exposition monographique de Berlinde de Brucker. Et le choc des temps aussi parce que Berlinde de Brucker, donc, qui vit et travaille à Gand, qui représentait la Belgique à la Biennale de Venise en 2017, elle a un travail qui s'inspire énormément de la peinture des primitifs flamands, des peintures de la Renaissance également. Elle s'inspire des rites, des rituels ancestraux. Elle va s'inspirer de l'Antiquité. Et en fait, elle introduit dans son travail énormément de références du passé. Donc, elle se fait se court-circuiter les temps de manière extrêmement évidente et tangible. Elle utilise des matériaux malléables, du tissu, de la peau, de la cire, qu'elle vient apposer en couches très fines. Et son travail peut sembler un petit peu dérangeant, voire morbide, mais elle va complètement au contre-pied de ça, en disant que lorsqu'on s'approche et qu'on regarde la chaleur de la matière de ses œuvres, on voit presque circuler le sang à l'intérieur de cette matière, de cette peau presque diaphane. Et pour elle, c'est justement montrer avec brutalité le souffle de la vie. Donc, le travail de Berlinde, il est vraiment, comme je vous l'ai dit, inscrit dans une histoire. Ici, on a un panneau de triptyque, le triptyque des vagabonds de Jérôme Bosch, avec cette verticalité qui est très très présente dans le travail de Berlinde. Et on a aussi, quand on regarde dans les détails, vous voyez ici la correspondance évidente entre les drapés, les nuances, les matières, la position des pieds, des archanges qu'on a ici. Elle travaille autour de l'animal, de l'humain, du végétal également. Et elle est nourrie ici pour son poulain aux pattes attachées de Francisco de Zurbarán, évidemment, l'Agnus Dei. Et on se retrouve ici dans une boucherie. Le père de Berlinde de Brucker était boucher. Donc ça transparaît aussi également des histoires de génération. Comment ne pas penser au bœuf écorché de Rembrandt, de 1655, lorsqu'on se retrouve nez à nez avec ses œuvres. Donc on est dans le choc tout court et dans le choc des temps par ailleurs.
Le catalogue que nous avons dessiné pour cette exposition, dont le titre est Pillé, ekphrasis, donc pillé dans le sens où, toujours le choc des temps, Bernine de Brucker affirme ses références comme quelque chose de manifeste, et pour elle, un artiste va piller toutes les choses du passé pour construire son œuvre inscrite dans le présent. Donc on a cet archange qui est un peu une des pièces maîtresses de l'exposition, que l'on a inscrit comme une vierge à l'intérieur d'une niche, sur un papier pergamenata, qui est une sorte de calque qui ressemble à du parchemin, qui est très proche de l'aspect du parchemin, donc de la peau. Donc il y avait cette importance de la matière, de la couverture, et qui arrivait par-dessus ce papier bleu qui avait une texture un peu de textile, un petit peu comme du jean. Et ce papier, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est l'artiste, parce qu'elle voulait être très proche du bleu de travail, a priori rien à voir avec son boulot, mais nous qui sommes allés visiter l'atelier de Bernine de Brucker, en fait tout le monde est en bleu de travail là-bas, et pour elle c'était très important que cette notion, alors évidemment quand on ne le sait pas, et c'est un petit peu difficile à lire, mais c'est important de ramener cette notion de l'atelier aussi à l'extérieur du livre. Il y a un rapport donc au textile très très important, à la couture, parce que Bernine de Brucker va assembler, va coudre des choses ensemble, les rassembler avec de la cire, les rassembler avec des tas de procédés différents. Et là, on a la couture qui est très présente partout, donc par cette approche de la reliure du dos nu, où on montre comment le livre est fait, c'est un petit peu montrer l'arrière-plan de ce qu'on cache d'habitude avec un dos. Avec ce feuillet 4 pages en couverture et ce fil clair qui arrive par-dessus cette couverture sombre. Et je commence directement par les détails. Les légendes des images, en fait, sont aussi comme des fils que l'on tire entre les images. Donc les légendes viennent faire le lien des images les unes avec les autres, entre elles. Après, la composition de des images de ce catalogue, on l'a voulu en élévation, puisque on pourrait penser que le travail de Bernine de Brucker, justement, est très ancré, mais finalement, il tend à l'élévation. Et comme vous pouvez le voir ici sur 6 doubles pages, les images sont toujours alignées en haut, et sur l'ensemble du livre on a une espèce de rythme qui se crée comme ça, une forme de légèreté pour essayer de pallier aussi la lourdeur et la violence de certaines images, dans lesquelles en plus nous avons décidé de nous plonger en montrant des détails très précis. Presque chacune des œuvres offre un détail assez saisissant pour pouvoir rentrer dans la matière, faire comme si on pouvait la toucher. Donc on est dans quelque chose qui est assez voyeur, en fait, finalement, dans cette approche de la mise en page, parce que on voit l'œuvre et on voit presque l'intérieur de l'œuvre aussi. Alors le livre est ponctué par des poèmes d'une autrice sud-africaine qui s'appelle Angie Krog, qui a beaucoup écrit sur le travail de Bernine de Brucker. Et voilà, on a toujours ces fils tendus entre les images. Et ici, une interview où, au contraire, les images retrouvent le sol et le bas de page. On a 10 minutes de retard. Est-ce qu'on a le temps pour le dernier projet ? Okay. Alors, c'est le dernier, 2023, Par les temps qui courent. C'est une série d'éphéméras pour un centre national de création musicale à Marseille qui s'appelle le GMEM, et une série d'éphéméras pour leur saison musicale qui s'appelle Modulation. Donc par les temps qui courent. Par les temps qui courent, s'engager dans l'orage. Par les temps qui courent, plus de travail, moins d'équipage. Par les temps qui courent, la concision d'un vibrato. Par les temps qui courent, plus de sensations, moins de mots.
Par les temps qui courent, l'efficience du partage. Par les temps qui courent, plus de lumière, moins d'éclairage. Par les temps qui courent, une éclatante sobriété. Par les temps qui courent, plus de bruit, moins de papier. Alors pour ce projet, l'inscription dans le temps est vraiment une adaptation de la manière dont on fait la communication aujourd'hui, qui a été radicalement réenvisagée suite à la pandémie. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ces programmes qui se sont jetés à la poubelle par milliers, des programmes de souvent 32, 64 pages. Et le problème, c'est que lorsque on imprime, on fixe une information. Et vu que les informations se sont trouvées souvent obsolètes en 2 temps, 3 mouvements, à cause des confinements successifs, il a fallu réinventer la manière de communiquer. Alors certaines structures ont opté pour le tout numérique, ce qui n'est pas forcément la solution, parce que si les structures passent en tout numérique, en tout cas Mathias et moi, on n'a plus beaucoup de boulot vu qu'on est spécialisé dans le print. Et avec cette structure-là, le GMEM, on a décidé d'alléger les choses, mais de les préciser. D'optimiser le temps aussi parce que ils ont changé leur mode de diffusion de la musique. Au début, ils étaient avec 2 festivals, donc 2 temps forts, et ils ont décidé de supprimer un festival pour passer sur une saison, donc sur un temps plus allongé. Et il leur a fallu aussi optimiser tout ça parce que finalement il y avait plus d'événements, c'était plus de boulot, mais leurs équipes ont été réduites. Donc c'est pour ça que plus de travail, moins d'équipage, dans le petit poème de Mathias. C'est que le temps aussi a dû être optimisé par la directrice de la communication à tous les niveaux, et donc au niveau du design graphique également. Terminer le grand programme de 64 pages avec les distributions à n'en plus finir, avec des textes rédigés pour chacun des événements, il a fallu faire concis et il a fallu faire entrer dans une forme de sobriété aussi écologique et économique. Et donc, imaginez un tout petit objet, mais vous allez le voir par la suite. Je vais passer très très rapidement, parce que on n'a pas le temps, on est en retard, sur l'identité graphique que l'on a dessinée pour le GMEM il y a déjà 3 ans. Donc c'est une identité graphique qui s'inspire de ce module-là, circulaire, qui est le lieu du GMEM, et avec un principe de continuité dans la série et un logotype modulaire sur... Je passe très très vite, parce que nous sommes en retard. Vous avez compris le principe de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Tout ce que l'on fait pour le GMEM part de ce module-là. Donc un module rectangulaire, c'est un module inépuisable. C'est le propre même d'un système modulaire d'être inépuisable. Donc on part de ce module-là, et ça je vais passer parce qu'on n'a pas le temps. Pour ces modulations, on a voulu réfléchir à la question de l'adaptation de ce module en la lettre M, qui elle-même doit être modulaire, comme les modulations. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, on parle toujours de la même chose. Et à partir de ce rectangle multiplié, on a décidé d'aller par semestre, c'est semestriel, hein, c'est ça, par semestre, aller faire des variations autour d'une même grille, d'une même modulation, des variations de lettres M. Donc ici, on avait premier semestre. Il fallait aussi évidemment que ce soit bien responsif parce qu'ils n'ont pas abandonné leur communication numérique, donc on a des lettres M qui s'étendent. Pour le 2e trimestre, une nouvelle manière de nous servir de ces rectangles, encore avec ce système modulaire et extensible. Et venons-en à notre sujet, ce petit support. Donc c'est un petit support qui tient vraiment dans le creux de la main. On est dans un format 8 par 8. Et ça a été le sujet d'une grande discussion avec notre imprimeur préféré, Médiagraphique, à Rennes, puisqu'on lui a demandé quel était le plus petit objet que l'on puisse faire.
On avait vraiment cette volonté de raccourcir la matière, d'économiser la matière, mais dans un objet qui soit singulier, qui soit poétique, puisque finalement, est-ce que l'information aujourd'hui a du sens encore sur du papier lorsqu'il s'agit de communication? Tout le monde va chercher les infos en ligne, et le support papier, est-ce qu'il n'est pas finalement destiné à donner l'essentiel de l'info, à montrer qu'une structure existe, à montrer qu'une saison existe, et d'avoir des objets singuliers, poétiques, qu'on a envie de garder, qu'on a envie de garder au fond de sa poche et de conserver dans sa bibliothèque. Donc on a un petit peu tout mélangé et tout optimisé avec Sophie, la directrice de la communication du GMEM, pour en venir à ce petit objet. Donc voilà, sujet d'une grande discussion avec notre imprimeur, puisque le plus petit objet possible en dépliant, c'était 8 cm par 8 cm, qu'à cela ne tienne. On a fait un objet de 8 cm par 8 cm, sur un papier teinté dans la masse, donc le Materica, de Fedrigoni. Vu qu'il fallait que ça puisse durer plusieurs semestres, voire plusieurs années, on a pris une gamme de papier avec une assez grande étendue de couleurs. Et on est venu imprimer en noir sur ce papier. Puis le blanc par-dessus est un double passage en machine offset. Et ça donne ce petit objet qui se déploie, qui se manipule, avec au recto vraiment toute la question de la modulation, de cette modularité, de ces M qui viennent changer d'un volet à l'autre. Et ici au verso, tout le texte. Et nous avons un volet par événement, un volet par modulation, donc une modulation typographique par modulation musicale. Et ce petit objet déployé, on retrouve notre module rectangulaire qui régit un petit peu toute l'identité du GM et du GMEM et tous les supports que nous dessinons pour l'identité du GMEM. Donc, on va dire du micro-module, du logotype jusqu'à l'objet complet. On reste dans cette espèce de monomanie du rectangle allongé. Donc là, ici, donc on est censé être en 2023. Ici, vous voyez les supports de 21-22, mais on va arriver justement au support de 21-23. Donc on a ce recto verso et vous voyez ici qu'on a vraiment le minimum d'informations possible. Donc on est dans une économie de matière, une économie d'information et un gain de temps énorme pour notre directrice de la communication qui est parfois au bord de l'apoplexie tellement elle a de boulot par-dessus la tête. Voilà. Donc on a ces supports dans la longueur qui se lisent de haut en bas ou de bas en haut, ça dépend des années. Et une petite subtilité, c'est que les volets sont micro-perforés, ils sont détachables. Donc ça a une double fonction, ça a une fonction pratique, dans le sens où si c'était juste des plis, le petit accordéon s'ouvrirait. Donc il fallait que l'objet puisse tenir bien fermé. Donc ces micro-perforations nous ont été conseillées par notre imprimeur. Toujours beaucoup discuter avec les imprimeurs, on apprend plein de choses. Pour que l'objet se maintienne bien. Et c'est aussi un petit clin d'œil au festival qu'ils ont maintenu. Le festival qu'ils ont maintenu s'appelle Propagation. Et donc c'est une petite manière de se dire qu'on peut finalement détruire aussi cet objet, le séparer et le propager en un tas de petits modules éparses. Voilà, c'est un objet qui forme un tout, mais qui peut aussi être complètement éparpillé. Donc voilà, vous avez la série des 4 et la prochaine série, la 23-24, est juste arrivée, donc on n'a pas le temps de l'intégrer à notre PDF. Voilà. Merci pour votre temps, pour votre écoute.